Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à Zigzag Café. Un Zigzag Café un peu exceptionnel. Aujourd'hui, remarquez, Zigzag Café est toujours exceptionnel. Un peu exceptionnel aujourd'hui parce que, d'une certaine manière, en tout cas jusqu'au mois de décembre, c'est la dernière fois que vous verrez ce décor, ce bar. Ce n'est pas la dernière fois, en revanche, et heureusement que vous voyez notre barman, Alexandre, puisque lui, il va nous suivre, et ça n'est pas la dernière, mais la première. Il va nous suivre dès lundi pour la première à bord du bateau Idée Suisse qui sera amarré à Yverdon, puis qui partira en croisière sur les trois lacs liés à l'expo Neuchâtel, Bienne et Morat. Voilà, donc lundi, vous retrouvez bien sûr Jean-Philippe, je vous rejoindrai aussi bien sûr à bord. Mais pour l'instant, eh bien, une première aussi, je dirais une avant-première, puisque à partir de la semaine prochaine, tous les vendredis, nous recevrons des Suisses du bout du monde à l'enseigne des Robinson du vendredi. Aujourd'hui, c'est une espèce de Robinson du mercredi que nous accueillons. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Francine Lecoultre. Francine, bonjour. Bonjour. Francine, nous nous connaissons depuis 1996, je crois. Je vous ai rendu visite à Hollywood. C'est votre lieu de travail, c'est le mythe. Ça, racontez-nous en deux mots ce que vous y faites. Je suis costume designer, donc je crée des costumes de films et de publicité. Des grands films? Oui. Oui, hein, je veux dire, vous êtes connu et reconnu là-bas, et en même temps, vous êtes revenu, mais très provisoirement, revenu en Suisse, puisque l'Expo et François Rocher vous ont demandé de préparer les costumes, l'ensemble des costumes de la cérémonie du spectacle d'inauguration. C'est mardi soir en principe, s'il fait beau. Jusque-là, oui. Dernière répétition quand? Répétition aujourd'hui, donc pré-générale avec costumé ce soir. Bon, ça c'est encore un secret. Et puis tout de suite, si vous le voulez bien, pour nous mettre dans l'ambiance, parce qu'on va bien sûr commencer par votre travail à Hollywood, un reportage réalisé l'année dernière pour le TJ par Bernard Rappa. Hollywood, c'est une machine à créer des impressions visuelles. Et les textures, les tissus, les robes jouent un rôle central dans ce processus créatif. Costumière à Los Angeles, Francine Lecoultre parle de ce métier souvent pratiqué dans l'ombre. Le costume sert à raconter une histoire. Donc, en fait, le spectateur doit comprendre à travers le costume dans quel mental se trouve le comédien. Et c'est aussi important que le comédien le sente vraiment. Si le comédien est dans un costume totalement neuf alors qu'il vient de passer à travers des batailles, personne ne va y croire. Francine Lecoultre a travaillé sur les créations textiles du film de Celle. Autour de Jennifer Lopez, héroïne de ce polar surréaliste, un travail méticuleux pour inventer un climat étrange. Nous voulions que le costume soit antique. Donc, si vous voyez ici, vous avez des lignes qui sont des lignes continues ici. Et là, vous avez des lignes qui sont cassées, qui sont faites comme si ce costume avait en fait passé à travers des siècles de torture et de difficultés. Ces costumes, Francine Lecoultre les mitonne dans cette ancienne cuisine. Un atelier où cette vaudoise émigrée invente les textures utilisées dans ses films. Je sais, quand je dessine un costume, exactement avec quelle matière il va être réalisé, comment on va le faire, combien d'heures ça va prendre, combien il va coûter. Je crois que c'est un aspect que j'ai appris en Suisse, c'est de savoir se débrouiller, de savoir d'avoir les pieds sur terre. Après 20 ans d'enseignement, Francine Lecoultre quitte la Suisse pour une année sabbatique. 10 ans plus tard, elle est toujours en Californie. À Hollywood, on la surnomme la reine des costumes à effets spéciaux. Et dans les hangars des grands studios, elle mène une carrière étonnante sur des films comme Batman ou Star Trek. Une Suissesse qui a également appris l'ambition à l'américaine et qui espère pour bientôt l'Oscar du meilleur costume.
Donc, bienvenue Francine Lecoultre. J'en profite pour présenter nos deux autres invités, que vous connaissez bien d'ailleurs, car en fait, votre vie est bien sûr à Hollywood, mais vous avez laissé un peu de votre cœur en Suisse. D'abord, votre maman, Evelyne Lecoultre, qui nous a accueillis d'ailleurs chez elle. On verra quelques reportages tout à l'heure. Je vous envoie un grand baiser parce que ça a été un grand plaisir que d'aller vous rendre visite à Curtille-sur-Lucent. C'est la maison familiale. Et puis Jean-Louis Pugin qui est un camarade de très tôt, j'allais dire, puisque vous avez fait du théâtre ensemble et que ça n'est pas totalement indifférent, puisque c'est sans doute à ce moment-là que vous avez commencé à avoir la fibre. Oui, c'est bien juste. Donc, c'est en fait à Bulle, où j'étais enseignante, que j'ai commencé à me frotter à l'ambiance théâtrale en jouant en fait dans la troupe des Tréteaux de Chalamala. Oui, c'est quasiment l'antichambre de Hollywood. Oui. Est-ce que c'est des choses qu'on pouvait imaginer? Vous vous rappelez quand en fait Francine a décidé de partir, c'était un gag, c'était une vraie aventure, une vraie décision? Oui, c'est un petit peu difficile. Enfin bon, moi, le souvenir que j'ai de Francine, hein, parce qu'on a eu des trajectoires un petit peu différentes, mais c'est en 1972 qu'on était montré pour la première fois sur scène, avec les Traités de Chalamala, justement. Et puis, la dernière fois que je suis monté sur scène, c'est dans un de ses costumes. C'est-à-dire qu'en 1988, je crois. Et puis, effectivement, après, entre-temps, il y a eu des trajectoires qui ont été totalement différentes. Enfin, Francine est arrivée à Bulle, elle s'est intégrée, ensuite elle est allée à Fribourg. Donc il y a eu pas mal de petites choses que je ne connais pas entre 1972 et 1988. Et puis après, elle est partie à Hollywood. Quoi. Alors justement, et c'est là-bas qu'on l'a rencontrée. Los Angeles, Hollywood, ce sont des lieux que vous connaissez? Alors oui, on lui a rendu visite là-bas il y a quelques années là, avec ma petite famille. Et puis, ce qui m'a frappé dans Francine, c'est sa capacité d'intégration. Je crois que elle était à Bulle, elle était gruyérienne, elle était bulloise, et puis on la retrouve à Los Angeles quelques années après. Elle est américaine, quoi. C'est-à-dire elle s'est complètement intégrée là-bas. Dans sa manière de travailler, de penser aussi, c'est assez fabuleux ce qu'elle a eu comme trajectoire. Evelyne, vous aussi, vous lui avez rendu visite à plusieurs reprises. C'est un grand voyage pourtant, mais pas de problème pour vous. Ah non, ça s'est très bien passé. Bon, donc vous allez pouvoir commenter avec nous les quelques images que nous avons maintenant. D'une part de Los Angeles et de son splendide front de mer, et ensuite du chemin via autoroute, car il n'y a pratiquement plus que ça aux alentours de Los Angeles, qui permettent de monter vers Beverly Hills, puis Hollywood. Voilà cette ville splendide, avec des jardins pratiquement sur l'ensemble du littoral, avec une vie très sereine finalement, malgré la quantité d'habitants. On a l'impression, en tout cas dans des lieux comme ça, que tout est... Oui, enfin qu'on a le temps de contempler l'éternité, mais c'est sans doute un peu artificiel, non? On a le temps certains jours. Bon, Los Angeles est une ville qui est construite sur le désert, donc nous avons le désert, la mer et beaucoup de jardins de nature. Donc, si on n'est pas engagé dans un projet intense, on a vraiment le temps de se reposer, en fait. Et alors, Hollywood, c'est un mythe. On disait tout à l'heure que vous travaillez dans une cuisine. J'aurais imaginé une grande usine. Alors, quid de ce lieu mythique? Je travaille essentiellement dans les studios, mais j'ai aussi un atelier, qui est un petit atelier, mais dans lequel il y a un outillage très précis où je peux concocter mes recettes spéciales de tissus spéciaux et colorés. Donc vous ne faites même pas connaître vos secrets, y compris aux gens avec qui vous travaillez? Mes collaborateurs les connaissent forcément puisqu'ils participent à la création de ces tissus, oui. Oui, parce qu'il faut tout de même parler de cette atmosphère, atmosphère à la fois sereine, de la création, par le dessin, par l'imagination, par le rêve, dira votre maman tout à l'heure, un rêve qui a commencé dans l'enfance, mais en même temps, un travail très particulier qui fait que il faudra ensuite que tout ça devienne une industrie précise, qu'il n'y ait pas de raté. Je vous propose que, en vous retrouvant dans votre atelier, merci de m'y avoir accueilli d'ailleurs, on découvre à la fois l'atmosphère et que vous nous disiez comment vous avez décidé de rester là-bas. Voici donc cette atmosphère de travail, une atmosphère très silencieuse,
Un bustier qui a servi à quelque chose de particulier? C'était un bustier de papier qui a été exposé dans des musées, en fait, qui a fait le tour de plusieurs pays, entre la Suisse, l'Allemagne, le Japon, donc une pièce de musée, en fait. Et puis les raisons de votre vie là-bas? Ça, c'est la vie au quotidien, presque. J'avais un poste d'enseignement à l'école normale de Fribourg et je venais de terminer mon diplôme de costume designer ici à Los Angeles. Et avec mon diplôme en poche, j'avais l'intention de retourner enseigner à Fribourg. Un matin, j'ai eu tout d'un coup la certitude qu'il fallait que je reste ici, qu'il y avait plein de choses à faire ici. Donc j'ai envoyé ma lettre de démission et c'était vraiment un moment difficile et j'ai attendu une semaine avant d'envoyer de la lettre qui restait sur ma table et que je n'osais pas envoyer. Et finalement, à partir du moment où j'avais envoyé ma lettre, eh bien, ma vie ici a commencé. Depuis que je suis ici, pendant l'année dernière simplement, j'ai dessiné à peu près 300 costumes qui ont été réalisés. Donc ici, il y en a quelques-uns qui sont restés là, mais ça fait quand même un bon nombre. Bon, celles que j'aime bien sont celles qui ont un aspect un peu baroque. Par exemple, ici, j'aime bien l'ensemble des couleurs et les matières. C'est une robe qui a servi dans le dernier film Lord Protector que j'ai dessiné, qui était la robe de Lady Beryl. Elle a un décolleté qui vient sur les épaules et qui était très spécial. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est sans retour? Ce choix, je veux dire, vous n'imaginez pas aujourd'hui de reprendre, de refaire vos bagages et de repartir dans l'autre sens? Non. J'ai l'intention de rester ici parce que les choses se passent, c'est vraiment très excitant et je suis contente d'être là. Ça m'intéresserait de travailler maintenant en Europe également, c'est-à-dire de vivre ici et de travailler dans différents endroits. Je pense que ça, ce serait quelque chose qui me conviendrait. Qu'est-ce qui manque de l'Europe et de la Suisse quand on est là en permanence? Ce qui manque, c'est... il y a tout un côté culturel qui me manque ici. J'apprécie beaucoup de vivre ici. Ce qui me manque, c'est les musées, les spectacles, toute la vie de sauter dans un train, d'aller à Paris et de changer d'endroit comme ça. C'est une chose que j'apprécie toujours. Sauter dans un train, aller à Paris, difficile quand on est à Hollywood, mais simple quand on est basé entre Yverdon et Neuchâtel pour l'expo. En fait, voilà encore un de vos vœux qui est exaucé, en tout cas provisoirement. Bon, ce qui s'est passé dans le spectacle d'ouverture, c'est que les costumes ont été réalisés en bonne partie en Suisse, mais nous avons quelques pièces spéciales qui ont été créées, qui ont été réalisées en fait à Paris ou dans des ateliers spéciaux. Donc, nous nous sommes rendus avec les comédiens, avec mes assistants à Paris pour choisir des tissus ou pour des essayages. Donc ça a été un rêve qui effectivement s'est réalisé. Remontons un peu dans le temps. Cette interview qu'on vient d'entendre réalisée chez vous à Hollywood date de 1996. À ce moment-là, vous étiez à la fois très ancré en Californie et vous restez ancré et vous rêviez tout de même de venir de temps à autre travailler en Europe. Comment s'est fait le contact principal qui vous a permis d'être aujourd'hui la responsable de tous les costumes de la future, j'allais dire, de la future manifestation, du futur spectacle d'inauguration d'Expo 02? J'étais en contact avec François Rocher depuis quelques années en se parlant et ma maman qui en fait s'occupe toujours de m'informer de ce qui se passe en Suisse m'avait parlé du spectacle d'Expo 02, donc j'ai envoyé mon dossier à François Rocher et j'ai appris que j'avais été choisie pour créer ces costumes en fait. J'imagine que vous n'étiez pas la seule. À votre avis, quels ont été les éléments et les arguments décisifs?
Bon, j'imagine que c'est un spectacle qui me convient bien puisqu'il est basé sur la fantaisie et l'innovation. Création individuelle, mais en même temps, création de masse. Combien de costumes? 1000 costumes. Et puis, vous étiez combien pour faire ça? Oh, ça représente une grande équipe. Une costume designer n'est rien sans son équipe. C'est-à-dire que nous avons l'atelier à Yverdon, plus des costumes de groupe qui ont été réalisés à l'extérieur. Donc, c'est beaucoup de mains et de têtes pensantes pour créer une masse de travail pareille. J'ai sous les yeux votre livret de presse, votre curriculum. Alors c'est vrai que aux États-Unis, on voit un certain nombre de films, Star Trek, de Cell, etc. Et puis, lorsqu'on regarde votre curriculum vitae précédent, en Suisse, ben, vous êtes prof, c'est vrai, mais en même temps, vous faites du théâtre, et on retrouve très souvent, pour la mise en scène, quelqu'un qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais qui, je crois, a compté. Il s'appelle Pierre Gremaud, et on va voir un certain nombre des mises en scène, des photos en tout cas, s'il est possible de les voir depuis la régie. On va voir un certain nombre de ces photos. J'aimerais que vous essayiez de nous dire à quoi elles correspondent. D'abord là, il s'agit d'un spectacle qui date de 86, sauf erreur. Et là, vous êtes actrice. Non, ça date de oui, excusez-moi. Allez-y, Jean-Louis. Ça date de 1972. 72, c'est notre premier rôle au théâtre, en fait. Ah, chacun. Excusez-moi. À Francine et à moi, effectivement, c'était La Cagnotte d'Eugène Labiche, qui avait été mise en scène par Fernandel, au Tréteau de Chalamala. D'ailleurs, Pierre Gremaud jouait aussi dans ce spectacle, sauf erreur, ouais, qui après a eu une trajectoire un petit peu différente. Alors, cette période, vous avez l'impression que c'était pour vous une façon discrète d'entrer dans la carrière, ou que c'était encore simplement une façon de faire autre chose, de se distraire? Je crois que je le voyais plutôt comme une distraction, comme participer à une vie culturelle. Ma famille étant plutôt dans un registre sportif, j'étais attirée par le travail de groupe et par un travail artistique, en fait. Ça a été très dur de ce premier rôle de La Cagnotte. Pardon, maintenant je vous rappelle en effet que c'était 72. J'ai là une critique dans La Gruyère du 25 mars-avril 72 qui dit « Mademoiselle Francine Lecoultre sut donner à sa fille Blanche l'air bébête et la sottise qui convenait. » Ça a été difficile? Certainement très difficile, oui. Et ensuite, donc, il y a eu un peu plus tard un certain nombre de pièces auxquelles vous avez participé. Mais un mot sur Pierre Gremaud, dont on vient de dire qu'il n'était pas là, il a été important pour vous. Bon, Pierre Gremaud était mon ami et j'ai participé à plusieurs de ses mises en scène en tant qu'actrice à certains moments et en tant que costumière. Donc, il m'a proposé un jour de faire des costumes et de créer les costumes du spectacle Arlequin serviteur de 2 mètres. Et j'étais complètement surprise. J'ai dit, mais je ne sais pas faire ça. Et ça a été en fait un bonheur de créer ces costumes et je me suis vraiment fait plaisir en peignant les chaussures et en travaillant à rendre ces comédiens magnifiques et gais en fait. Votre maman vous y a aidé à ce moment-là ou bien vous avez fait ça en secret? Ah non, alors non, je n'étais pas du tout... Pas du tout? Non. Bon, oui. Il faut dire peut-être aussi, c'était un travail exceptionnel dans les costumes. Moi, j'ai fait pas mal de rôles au théâtre, j'ai joué aussi dans différents costumes, enfin pendant 18 ans, pas du théâtre amateur, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que c'est mon dernier rôle au théâtre et je me souviens toujours de ce manteau qu'elle m'avait fabriqué, Francine. C'était vraiment... Il était fait pour moi, je me sentais à l'aise, je pouvais bouger avec, je pouvais jouer, etc. Et ça, c'est un souvenir, peut-être le dernier souvenir que j'ai au théâtre, mais qui est inoubliable. Donc, Francine a du talent, elle sait, elle sentait les choses, elle mettait en costume à quelqu'un qui était bien rembourré, elle savait habiller avec un manteau, avec une jaquette. Non, c'est vraiment remarquable. Et puis bon, pour un spectacle d'amateur, c'était pas si mal que ça. C'est un bon travail, disons qu'un. C'était une chaise qui tenait debout. On dit parfois, en tout cas en ce qui concerne des acteurs, que le fait de commencer par le théâtre amateur les dessert plutôt qu'ils ne les sert s'ils veulent ensuite avoir une carrière professionnelle, parce qu'ils prendraient, dit-on, de mauvaises habitudes. C'est pas le cas en tout cas lorsqu'il s'agit de costumes.
Je ne sais pas. En fait, j'ai l'impression que j'ai appris dans le théâtre amateur à donner une illusion rapidement et de travailler aussi avec... j'ai travaillé dans des superproductions où on a une centaine de personnes dans le département de costumes et ça me permet une flexibilité où si on n'a pas autant de monde et autant de budget, on arrive à faire le travail quand même. Donc, je pense que c'est un élément positif. Alors, je voudrais qu'on voit brièvement une photo qui est la photo de la maison dans laquelle vous avez passé les 5 premières années de votre vie. C'était à Lucens. Voilà cette maison, mais bien sûr, je pense que vous en avez un souvenir limité, puisqu'ensuite vous avez changé de lieu, et le nouveau lieu, ce fut Curtilly-sur-Lucens, et c'est là que nous vous retrouvons, Evelyne. C'était la maison où elle a vécu depuis l'âge de 5 ans, et puis où elle a passé toute son adolescence. C'était une ferme qui date de 1786, mais qui a été transformée. Et mon arrière-grand-père, ensuite mon grand-père l'ont habité. Et c'est donc beaucoup plus tard que nous sommes venus habiter ici en famille. Donc c'est d'abord une enfance campagnarde. Alors plus que ça, on ne peut pas. Parce qu'elle vivait chez les voisins plus souvent que chez nous. Et il n'y avait que des agriculteurs dans la région. Vous avez l'impression qu'elle s'est imprégnée de ce monde campagnard ou qu'elle cherchait à le quitter ou à prendre une certaine distance tout de même? Elle a pris une certaine distance, mais peut-être beaucoup plus tard. Mais toute son adolescence, je crois qu'elle a adoré habiter ce quartier. Quand elle avait peut-être 7 ou 8 ans, je dois dire que pour ma part, je cousais beaucoup. Et puis, c'était un hobby pour moi, et que Francine aussi a beaucoup participé parce qu'on cousait ensemble les habits de poupée. Vous pensez que c'est de là qu'est né peut-être son goût pour les costumes Alors moi, je n'ai jamais pensé cela, mais par contre, Francine me l'a fait remarquer. Francine, vous confirmez? Oui. Donc, c'est vrai que ma passion pour les tissus a commencé très très jeune et ça m'intéressait plus que l'école. J'ai même annoncé fièrement à l'âge de 7 ans à mon père que je voulais devenir couturière, mais il m'a fait comprendre rapidement que c'était pas forcément la meilleure idée, donc il a fallu que je trouve d'autres voies et c'est bien plus tard que finalement je suis revenue à cette idée en fait. Francine, enfant unique, fille unique ou enfant parmi d'autres? Elle a une sœur qui s'appelle Marianne et un frère plus jeune qui s'appelle André. Donc elle avait aussi le sens du groupe ou bien elle se réfugiait dans sa chambre pour rêver? Elle avait le sens du groupe, mais en fait elle avait besoin de moments d'intimité. Elle avait envie de penser, de rêver et à ce moment-là, oui, elle rejoignait sa chambre. On a des photos de vous, je ne sais pas si vous le savez, mais quasiment comme poupons. On les voit en ce moment, j'espère qu'on va les voir en tout cas. Ce sont ces photos. On va demander vous, je pense que vous en souvenez peu, mais pour vous, la naissance, le tout petit bébé qui se prénommait Francine, braillarde ou discrète? Ah non, c'était un bébé, alors vraiment exemplaire, facile. C'était un rêve d'être avec elle. Hein. Et puis elle grandit, elle va faire... D'abord, elle va ressembler à une enfant studieuse, et puis elle va aussi parfois avoir envie de se grimer. Je crois qu'on a même vu des photos d'elle une fois avec une copine ou avec une cousine, en infirmière. Ah non, alors voilà. Le petit costume d'infirmière, ça... C'est une autre histoire. Ah bon, alors dites-nous. Ça annonçait donc la naissance d'un bébé chez nous. Et puis, je devais préparer un peu mes filles à cette idée, si bien que je leur ai confectionné un petit costume d'infirmière. Et puis, j'ai dit, le jour où le bébé sera là, vous pourrez venir le voir avec votre petit costume. Elles sont arrivées à l'hôpital de Moudon. Le bébé est né, c'était donc André. Elles sont arrivées, mais alors avec beaucoup d'importance, c'était très sérieux pour elles. Et elles avaient leur petit costume.
d'infirmières. Elles étaient très fières et puis elles ont pris leur tâche là au sérieux. Puis ensuite, vous grandissez, Francine, et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous tournez plutôt vers le sport. Vos loisirs, c'est le sport, la montagne, la marche. Oui, bon, j'ai beaucoup aimé toutes sortes d'aventures sportives, donc de l'alpinisme, du ski, de la voile. Donc j'étais passionnée et comme je fais les choses avec passion, j'y prenais beaucoup de temps en fait. Puis tout de même, il a fallu à un moment penser au travail, et ce travail, ça a été un travail, une profession d'enseignante? Voilà, j'étais donc enseignante à l'école primaire pendant 4 ans. Et ensuite, j'ai fait une formation d'enseignement de dessin de branches artistiques. Et j'ai enseigné pendant une vingtaine d'années les branches artistiques dans différentes écoles, mais en dernier lieu à l'école normale cantonale de Fribourg, où j'enseignais la méthodologie et les activités créatrices. On a une photo, je ne sais pas si on peut la voir, on a une photo de vous. Vous êtes vraiment la maîtresse d'école avec toute la marmaille. Vous êtes blonde, cheveux longs. Est-ce qu'on peut nous montrer cette photo? J'aimerais bien qu'on essaie. Non, apparemment pas. On la montrera tout à l'heure, c'est promis, parce qu'elle est assez drôle. En tout cas, vous voyez de laquelle je parlais? Sûrement, mais je ne l'ai pas vue depuis longtemps, en fait. Bon, je vais tâcher de vous la montrer tout à l'heure. Mais cela étant, ce que je vous propose, c'est qu'on retourne tout de même dans la ferme de Curti, et précisément dans la chambre de votre enfance. Le temps passe, les heures filent. C'était la chambre de Francine, de votre fille. C'est maintenant la chambre de votre arrière-petite-fille. Et oui, c'est la chambre de mon arrière-petite-fille qui s'appelle Lélissa. La maison a gardé les mêmes rythmes, le même silence, ou qu'est-ce qui a changé? Ben, dans la chambre, pas mal de choses tout de même. Déjà le mobilier. Et puis, il y a une atmosphère maintenant très agréable. Et quand Francine y habitait, ben, il y avait beaucoup de livres, des endroits où elle pouvait dessiner, et où elle pouvait rêver. Maintenant, je suis quand même très heureuse de voir qu'il y a encore quelqu'un de la famille qui y habite. Tout arrive, Francine, on a retrouvé la photo, la voici, regardez-la, vous devez la voir en face de vous. Bon, là, des enfants qui ont quel âge? 11 ans, 12 ans? 7, 8 ans. Ah, un petit peu, oui. Et puis alors, vous voilà, vous reconnaissez? Oui. Un moment heureux? Très, très, oui, j'aimais beaucoup en fait le métier d'institutrice et c'était en fait particulier parce qu'il y avait 3 classes à l'école réformée de Bulle, donc j'avais plusieurs années et c'était vraiment, vraiment chouette en fait. Et tout de même, vous avez abandonné. Alors, comment fait-on les choix dans la vie d'abandonner ça au profit d'autre chose? Quel est le déclic en général? Bon, je suis en fait quelqu'un qui aime bien changer ou trouver... Je crois que j'avais le besoin de me frotter à différentes possibilités, différentes ouvertures. Donc, je me suis rendu compte en enseignant que certaines branches ne me parlaient pas tellement. Bon, par exemple, le chant, la musique ou des choses comme ça. Donc, j'avais l'intérêt de me spécialiser dans une branche où je pouvais apporter un peu plus à mes élèves ou étudiants, en fait. Donc, je suis devenue... professeur de branche artistique et là j'avais vraiment l'idée que j'allais pratiquer ce métier jusqu'à la fin de ma carrière en fait. Et puis bon, il y a eu ce déclic, on en parlait tout à l'heure, à travers le théâtre amateur, et puis aussi le fait que vous êtes parti étudier aux États-Unis. Quel était en fait, pour vous, l'image que vous aviez de Hollywood, de Los Angeles, c'était un mythe ou bien vous y alliez vraiment parce que vous vouliez apprendre quelque chose de précis? Je n'avais pas du tout le rêve d'Hollywood. Nous vivions dans une vie simple, sans télévision, donc j'étais tout à fait... à l'extérieur de ces idées-là. Et j'avais pris une année sabbatique dans l'intention de voyager et de voir d'autres choses. Et je me suis rendue à San Francisco, puis à Los Angeles. Et après quelques mois, j'ai souhaité étudier quelque chose qui m'intéresse. Donc ça n'a pas été vraiment planifié, en fait. Ça s'est passé comme ça, plutôt à l'aventure, en fait. Pour vous, Evelyne, les États-Unis et Hollywood, avant que votre fille y aille, vous aviez une idée de ce que ce pouvait être? Ah non, c'était vraiment l'inconnu. Hein. J'ai découvert
Hollywood et Los Angeles avec ma fille. Et pour vous, le mythe des États-Unis, avant la première fois où vous y êtes allé? Oui, alors c'est une découverte, hein. Je ne connaissais pas, hein. J'avais plus de 50 ans, quand j'étais pour la première fois aux États-Unis, c'était une découverte. Mais j'aimerais juste revenir un tout petit peu en arrière, là. Effectivement, moi j'ai connu Francine pour dire à quel point elle faisait les choses d'une manière très professionnelle déjà à l'époque. Enfin, moi j'ai connu je me souviens toujours de l'endroit où je t'ai connu, en fait, tu étais avec un ami, Francis, Shirley, je me souviens. Et puis, je t'ai connu sur une bosse. Là, tu skiais admirablement bien. Et puis aussi, quand tu faisais de l'alpinisme, là, tu t'entraînais le soir. Enfin, tu dormais des nuits en hiver sur ton balcon pour t'endurcir au froid. Alors ça, c'est c'est des choses qui me sont restées, ça. Donc, elle a toujours fait des choses très professionnelles. C'est clair. Alors, les États-Unis, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, Francine, elle a cette capacité, ça c'est sûr, hein, de s'intégrer parfaitement là où elle se trouve. Hein, c'est-à-dire qu'elle était vaudoise, elle s'est intégrée dans un pays catholique, à Bulle, etc. Il n'y a pas de problème, elle s'est fait tout de suite des amis. Après, elle était à Fribourg. À Fribourg, on l'a aussi sollicité pour des costumes, pour des décors de théâtre. Et puis après, tout naturellement, elle part à Los Angeles. Et puis, comme c'est quelqu'un qui sait travailler, qui fait les choses correctement, enfin qui travaille, et puis elle s'est intégrée facilement là-bas, hein, c'est-à-dire, et puis c'est vrai, elle s'est intégrée. Moi, j'avais pas revu depuis une dizaine d'années, hein, quand je t'ai retrouvé à Los Angeles, et puis j'ai dit tiens, Francine est américaine. Et puis j'ai une petite anecdote. Oui, anecdote. Effectivement, je me souviens, j'étais avec mes 3 enfants, mon épouse, mes 3 enfants. Et puis, à un moment donné, on avait pris l'apéritif dans son ranch, là, à quelques kilomètres de Los Angeles. Ça fait quand même très mythe américain, là. Ça fait très mythe américain, oui, tout à fait. Non, mais alors, les enfants, à un moment donné, on avait pris l'apéritif dans son ranch, là, puis elle dit, on va aller manger quelque chose dans un restaurant. Alors, elle pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient avec moi? Les 3 se sont précipités dans sa voiture pour faire le trajet entre son ranch et le restaurant. Donc c'était aussi, pour les enfants, c'était un mythe, quoi. C'est-à-dire que c'était le mythe américain, quoi. Alors, qui fait rêver tous les jeunes gens. Enfin, tous les jeunes. 2 mythes croisés, ça sera une façon de prendre peut-être une respiration. Mais là aussi, on va dans un ranch, ce n'est pas en Californie, c'est au Nouveau-Mexique, un ranch perdu un peu dans la nature et où on chante, où on reçoit du public. Il y en a beaucoup comme ça aux États-Unis, mais il se trouve qu'en plus, là, l'hôtesse est d'origine suisse, elle se nomme Jody Cobb et elle yodel. Donc vous voyez, c'est le mythe de la Suisse vu par les ranchers de la campagne profonde. Et puis en même temps, c'est l'Amérique telle qu'on l'imagine, celle des cowboys. One called Wide Rolling Plains. I wanna ride and go. Wanna ride on those wide rolling plains. And I wanna ride with cowboys. I on those wide rolling plains. Let the world go by and the sun is high where it never rains. Settle down, it's a little countdown on those wide rolling plains.
sa distance. Sacré numéro, même si j'imagine bien que votre cinéma et votre mythe américain n'est pas forcément celui-là, mais admettez que c'est tout de même drôle ce mélange de la musique western et du yodel. Ah ben oui, ça peut se trouver que sur un lieu de tournage, on retrouve exactement cette ambiance en fait. Ouais. À quoi ressemble l'ambiance sur un tournage à Hollywood? Bon, un tournage, c'est une grosse machine en fait, sur laquelle il y a des moments, comme sur tous les tournages, des moments détendus et des moments très stressants par rapport à la mise en route de la journée, par rapport les premiers jours de tournage sont toujours difficiles. Et c'est une machine bien huilée dans le sens où chacun a une tâche précise, très exacte, qu'il s'agit de remplir, et c'est une responsabilité aussi extrêmement importante dans le sens où si une personne n'a pas rempli sa tâche au bon moment, le tournage va s'arrêter en fait. On s'y rend parce que ça représente beaucoup d'argent, dans une certaine inquiétude, dans un certain stress, où tout de même il y a une communauté entre les gens qui y travaillent. Il y a une communauté, il y a une solidarité, mais il y a quand même une inquiétude par rapport à la tâche que vous devez accomplir. Et tout ça est en plus généralement un peu secret. Tout ça est secret, oui. Ouais. Il y a forcément un laps de temps important entre le tournage du film et la sortie du film. Donc, certains films sont vraiment secrets. Il ne s'agit de pas dévoiler ce qui va être sur l'écran. Un peu comme l'espionnage économique en matière de voiture ou de recherche, c'est top secret. Moi, j'avais été très marqué par ça. J'en ai un souvenir. C'est un bout d'interview très bref. Mais quand je vous ai rendu visite en 96, eh ben, vous vous prépariez justement à réaliser les costumes et les tissus d'un film. Et ce film, vous allez en parler brièvement, mais c'était vraiment secret. Film Batman. Je suis en fait responsable de l'atelier de création de tissus dans ce film. Et bon, c'est un atelier qui est vraiment incroyable, avec une technologie vraiment impressionnante. Et ben, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est top secret, mais je peux vous le dire, c'est vraiment spécial. Donc ce secret, ça veut dire que quand vous quittez un plateau ou un lieu de tournage, on vous fouille pour que vous ne partiez pas avec des croquis secrets. Est-ce que vous-même, vous cachez vos propres productions jusqu'au dernier moment? Comment ça se passe? Oui, les productions ne sortent jamais de l'atelier. Nous signons en fait des formes sur lesquelles vous engagez. Oui, lorsque nous sommes engagés, que nous allons divulguer aucun produit, et nous allons montrer aucun produit qui va être montré sur le film, ni les recherches, ni quoi que ce soit. Et bon, il s'agit de tenir tout cela au secret, en fait. Ce qui veut dire qu'à la fois vous êtes surveillé, ou enfin vous engagez à ne pas divulguer, mais en plus vous devenez vous-même gendarme dans votre petit groupe, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de taupe, alors si je comprends bien. Absolument, oui. Ça crée quel rapport avec des gens? Parce qu'en fait, dans un atelier de couture, d'habitude, enfin de création, on est dans une atmosphère très détendue. Là, ça crée une tension, une méfiance? Non, parce que je crois que tout le monde comprend que c'est la règle. Je crois qu'on a l'habitude de ce genre de choses, en fait. Donc, on fait attention à ce qu'on dit. Et si on se rend à l'extérieur pour des éléments de recherche, on fait attention aussi aux documents qu'on présente ou des choses comme ça. Oui, alors votre maman a été collaboratrice extérieure et agent secret. Hein? Vous vous rappelez cette histoire de la feuille de rhubarbe? Oui. Bon, écoutez, on la raconte après. Moi, je vous propose qu'on retrouve contre le mur du salon chez vous à Curtille la fameuse feuille de rhubarbe. Au mur de la maison, ici, ce qui ressemble à une grande feuille de rhubarbe, c'en est une et ça n'en est pas une à la fois. J'étais sur le point de partir à Los Angeles et le soir avant, Francine me téléphone et me dit « Maman, j'aurais besoin, pour mon travail dans Batman, d'avoir une feuille de rhubarbe et même plusieurs. » J'ai trouvé dans mon jardin des petites feuilles, mais la grande, je ne l'avais pas. Si bien que je suis allée chez une voisine qui m'a donné la feuille que l'on voit maintenant. Et Francine, je l'ai emballée soigneusement dans un sac de plastique
et ensuite un sac opaque, et puis je l'ai mise sur ma valise dessus en me disant ça passera pas. Comme je savais que c'était interdit de passer des végétaux à la douane, je me suis fait un peu de soucis. Ensuite, Francine, j'ai pu lui donner cette feuille de rhubarbe. Elle l'a emmenée dans l'endroit où elle travaillait, donc chez Batman. Et là, elle a préparé un moule que j'ai pu voir ensuite. Un moule, elle a moulé la feuille et puis elle l'a réalisé avec la matière qu'on voit là. Mais en fait, celle-ci, ça n'est pas la vraie feuille. Ah non, alors absolument pas, parce qu'en fait, elle a été faite dans un tissu assez spécial qui ressemble à du plastique. Et puis, ce qu'on remarque vraiment et qui est très bien, c'est toutes ces petites nervures qui sont très bien ressorties. La feuille, ça a été pour vous c'était essentiel, mais pour vous c'est une anecdote, ça a servi ou c'était simplement pour tester son courage? Non, nous avons en fait utilisé la feuille dans le bal des fleurs du film. Elles sont devenues roses en fait. Elles ont servi à faire des jupes en forme de fleurs en fait, fleurs, de feuilles ou d'éléments comme ça. Quand on crée un tissu comme ça, on le brevette, on le dépose? Non. Est-ce que ça s'appelle la rhubarbe le coultre désormais? Bon, il faudrait pouvoir la commercialiser. Donc là, je pense qu'il n'y a pas tellement de chance, mais il y a d'autres tissus en fait qui se commercialisent et qui se brevettent, oui. Parce qu'en fait, votre travail ne consiste pas qu'à créer des costumes. Il vous faut inventer des tissus. Il y en a quelques-uns tout près de vous là que vous nous avez apportés. Est-ce qu'on peut peut-être les commenter parce que ça ressemble à de la peau de crapaud, à toutes sortes de choses. Vous pouvez la prendre en main. Je pense à celle-ci, par exemple, la verre bouteille. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on fabrique? Ne donnez pas tous les secrets. Enfin, c'est vous qui l'avez créé, inventé, fabriqué. Ça se passe comment? Donc là, il s'agit d'une demande qui m'avait été faite de créer une peau de grenouille. Donc, j'ai créé toute une collection de peaux de serpent, peau de grenouille, peau d'alien. Celle-ci, donc, c'est la peau de grenouille. Et je l'ai en fait réalisé dans du spandex, dans du lycra, et avec des produits chimiques. Donc, il y a un travail en fait de recherche important jusqu'à ce qu'on arrive à la bonne souplesse, à la bonne texture et ainsi de suite pour que le vêtement devienne un costume qui ressemble à une grenouille. Et là aussi, ce sont des tissus qui ont été portés par des acteurs. Bien sûr, oui. Comment se sentent-ils là-dedans? Au moment où vous faites l'essayage, comment ressent l'acteur le fait de se trouver dans ce type de tissu? Il se met bien dans sa nouvelle peau? Je crois que les acteurs sont très contents lorsque le costume leur permet de se transformer totalement. Donc, s'ils doivent être transformés en un extraterrestre ou dans une peau de grenouille, je crois que si le vêtement indique cette transformation et s'il est confortable et agréable au mouvement, je crois que ça leur plaît en général énormément, oui. La semaine prochaine, pour la cérémonie de l'Expo, d'Expo 02, c'est un peu ce type de tissu que vous avez créé. On en verra quelques-uns d'ailleurs tout à l'heure. Mais il y aura aussi une chose ce soir-là que vous n'avez pas au cinéma, qui est le public. Et bizarrement, même à Los Angeles, vous avez eu besoin du public parce que vous ne faites pas que des films. Vous avez aussi créé des tissus, des spectacles, des costumes pour des spectacles de danse ou de théâtre. C'était une volonté d'aller à la rencontre du public? Je n'avais pas en fait l'idée du cinéma du tout. Donc mon premier spectacle, le premier spectacle sur lequel j'ai travaillé était le ballet Nutcracker, Casse-Noisette, oui. Pour lequel j'ai créé, j'étais costume designer, donc j'ai créé une 50aine de costumes. On va en voir quelques images d'ailleurs de ce costume. Et c'était forcément ma première attirance en fait. Donc là, ce spectacle était vraiment intéressant parce qu'on m'a laissé créer un casse-noisette totalement inédit. Voilà, est-ce qu'on peut voir ces images de casse-noisette? Voilà le ballet casse-noisette. Et voici les photos. Est-ce que vous pouvez peut-être, vous les voyez là? Est-ce
Vous pouvez peut-être les commenter de quelques minutes. Voilà. Voilà, c'était la Mother Ginger, mère gingembre, sur laquelle les enfants sont sous la jupe. Ce qui est extraordinaire le jour de la première, c'est d'avoir des amis ou tous les commentaires du public qui sont parfois incroyables et vous dites mais est-ce que c'est vrai? Enfin, on a de la peine à y croire, quoi. Et vous avez l'impression que ça a marqué un tournant dans votre vie professionnelle? Oui, ça. Je dois dire que ce spectacle a été très bien reçu par le public et par la presse, dont les costumes ont été vraiment applaudis. Et par la suite, il m'a valu un Oscar, qui est un Oscar de danse national pour les meilleurs costumes de l'année aux États-Unis, dans le milieu de la danse. Donc c'était un grand plaisir pour moi parce que, eh bien, mes efforts n'ont pas été vains et surtout pour l'équipe qui avait travaillé avec moi, je trouvais que c'était une belle récompense. Voilà Francine Lecoultre au générique. C'était finalement peu de temps après votre arrivée à Los Angeles et à Hollywood. Vous avez percé très vite? C'était en fait très rapide, c'était peut-être 6 mois après ma sortie de l'école, donc j'ai eu beaucoup de chance qu'on m'ait confié ce spectacle qui était de grande envergure en fait. Et c'est à cause de ça que d'une certaine manière les autres portes, en particulier celles du cinéma, se sont ouvertes? Pas forcément parce que les milieux sont assez cloisonnés, donc il y a eu d'autres... donc mon orientation sur le cinéma s'est passée d'une autre manière en fait. À distance, vous suiviez cette évolution, Evelyne? Oui, à distance. Mais en fait, Francine me téléphone en général toutes les semaines, alors on discute beaucoup de ce qu'elle fait. Et son retour ici, ça vous a fait plaisir, même si c'est provisoire? Ah oui. Ouais. Ah oui, alors là, j'appréhende déjà le moment où il repartira. Vous l'avez accompagné à l'atelier qui est toujours à la périphérie d'Yverdon, où elle a préparé ses costumes? Eh bien, écoutez, la semaine dernière, pour la première fois, je suis entrée dans cet atelier. Et puis, bon, j'étais vraiment surprise de tout ce que j'y ai vu. Je vous propose qu'on y aille ensemble. Et puis, comme ça, Francine et vous allez pouvoir commenter l'atelier d'Yverdon, l'atelier de préparation des 1000 et quelques costumes de la cérémonie d'inauguration. Voilà, c'est en fait un local qui ne paie pas de mine. Vous avez combien de collaborateurs, là? Je dirais une dizaine de collaborateurs dans l'atelier et d'autres collaborateurs extérieurs qui sont dans leur atelier propre, auxquels nous confions des tâches particulières. Ouais. Parce que quand il y a des multiples, un certain nombre de personnages sont multiples dans les scènes à venir, c'est fait aussi là ou bien il y a d'autres ateliers qui s'en chargent? C'est partiellement, mais en fait, nous avons les costumes de groupe sont souvent faits à l'extérieur. Par exemple, certains ont été faits même au Portugal. Alors, on a vu aussi que vous recherchiez un certain nombre de tissus, de matériaux, et ça va permettre peut-être de reparler quelques instants de ces tissus, puisque un certain nombre de ces tissus sont calculés sur ordinateur. Je crois qu'on va les voir là. Et je crois que vous avez le coupon, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, ici aussi, c'est ce tissu vert. Votre impression quand vous êtes allé là-bas, fourmilière, calme? Ah non, c'était un moment où c'était plutôt calme, mais par contre très joyeux. Les personnes qui étaient là-bas sifflaient, s'amusaient, enfin quoi, elles plaisantaient, voilà. Oui, alors, c'était très sympathique. Alors, là, on vient de voir ce tissu calculé sur ordinateur, celui qui était présenté sur la table. En fait, quelle est la part de l'ordinateur, quelle est la part de l'imaginaire personnel? Bon, l'ordinateur est un outil, en fait, qui est comme un crayon ou un feutre. Donc, vous allez utiliser l'ordinateur. Simplement, le résultat est différent, mais la création personnelle est vraiment importante, en fait, dans le travail par ordinateur. Donc là,
forcément, cela permet, à partir du moment où vous avez fait votre travail sur l'ordinateur, vous avez la possibilité de changer les couleurs. Et ceci est très rapide, mais pour composer le dessin et créer des gradients, des dégradés, parfois je ne connais pas les mots en français, mais en fait, ça, c'est un travail qui prend vraiment du temps, en fait. On voyait tout à l'heure, je crois que le temps nous presse un tout petit peu maintenant, mais on voyait tout à l'heure ce personnage qui est là-bas d'ailleurs au fond sur un mannequin. Et alors là, ce sont des tissus très particuliers. Là, on entre vraiment dans le secret de du spectacle d'inauguration. Ce sont en fait des tissus qui sont non seulement spectaculaires, mais qui en plus doivent avoir des particularités techniques puisque ce costume va aller dans l'eau. Alors ça, c'est le costume de sirène et nous avons 150 sirènes dont une centaine nagent dans l'eau du lac à Yverdon, Bienne et Morat. Donc ce costume a été un costume compliqué et qui m'a donné, à mes collaborateurs aussi, quelques soucis puisqu'il s'agissait d'être certain qu'il permettrait de nager à cette période de l'année en fait. On ne va pas dévoiler plus du secret, d'abord parce qu'on n'y a pas vraiment... on n'en a pas vraiment l'autorisation. On a pu juste sur la pointe des pieds entrer dans un des lieux d'essayage avec 2 comédiennes qui vous rejoignent. Ça se trouve sur un des arts et plages, celui de Neuchâtel. Et elles se prénomment Aline et Dominique. Et vous êtes vous avec votre assistante qui se prénomme Verena. Verena qui est costumière réalisatrice. Voilà. Alors on va voir à quoi ressemble une séquence de retrouvailles d'abord, parce que je pense qu'on tisse des liens, et puis ensuite d'essayage. Encore plus exagéré que ce que tu dois faire normalement. Parce que peut-être que la robe va t'inviter à bouger aussi. Hein. Ok. Voilà ça. Oui. C'est pas mal. Bouge un peu. Fais peut-être aussi des mouvements que vous allez voir faire. Il y a un truc, c'est que... On verra. Mais ça, c'était vraiment un truc que je devais te dire, penser à te dire, parce que... Très bien comme ça, mais on fera ce qu'il faut pour le jeu. Ouais. Il y a le soutien-gorge, on va tout simplement essayer comme ça, puis après il faudra voir comment, théâtralement... Je peux essayer de... Vas-y, oui, bien sûr. Voilà, le reste des secrets sera dévoilé à partir de mardi soir, mardi, mercredi, jeudi, les 3 cérémonies, les 3 spectacles. La télévision suisse romande sera bien sûr de l'épopée, donc je crois qu'à ce moment-là, tout pourra être dévoilé. Mais là, aujourd'hui, nous ne pouvions pas aller beaucoup plus loin dans le secret. Francine, merci d'être venue avec nous, d'autant que j'imagine que vous avez passablement de choses à faire encore. Dernière retouche, dernier détail. Finition et puis dernier problème à régler, oui, mais en fait nous sommes vraiment confiants et contents et nous espérons vivement que nous aurons le beau temps en fait. Oui, je vous le souhaite. Evelyne, merci. Jean-Louis, merci. Et puis nous allons nous quitter avec des images du bateau, puisqu'à partir de la semaine prochaine, nous serons Zigzag Café à bord de ce bateau. Chaque jour, du lundi au vendredi, eh bien, nous serons là en direct. Du lundi au jeudi, ce sera Jean-Philippe Rapp qui animera Zigzag Café. Et le vendredi, je recevrai chaque semaine des Robinson du vendredi, des Suisses du bout du monde comme vous. Et la semaine prochaine, vendredi par exemple, ce seront 2 artistes, une femme sculpteur qui viendra de La Paz en Bolivie. Elle se prénomme aussi Evelyne Secrétan. Et puis une femme sculpteur en art cinétique, Joëlle Morosoli, qui vient elle de Montréal. Je vous remercie tous de votre présence et puis nous nous retrouvons bien sûr pendant toute la durée de l'expo avec Zigzag Café quelque part entre les 3 lacs. Merci, bonne journée.